Imaginez une arme. Une arme capable de mettre à genoux une nation entière en un clin d'œil sans faire la moindre victime. On dirait de la science-fiction, hein. Et pourtant, cette arme est bien réelle. Alors on va plonger ensemble dans l'histoire absolument fascinante de cette découverte qui a complètement changé les règles de la guerre. On a tous en tête cette scène culte de Matrix, pas vrai? Le vaisseau est sur le point de se faire submerger, tout semble perdu, et là, Morpheus déclenche l'IMM, l'impulsion électromagnétique. Une décharge et pouf, tous les circuits électroniques des ennemis sont grillés. C'est l'arme de la dernière chance, le dernier recours. C'est une image super puissante au cinéma, c'est sûr, mais ça amène à la question fatidique. Est-ce que ce destructeur de technologie instantanée est juste une bonne idée de scénariste? Ou est-ce que quelque chose de ce genre existe pour de vrai dans notre monde? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que cette arme redoutable n'a pas été conçue exprès. Non, non, on est tombé dessus par le plus pur des hasards, pile au moment où l'humanité ouvrait la boîte de Pandore de l'énergie atomique. Notre histoire commence donc ici, le 16 juillet 1945, au beau milieu du désert du Nouveau-Mexique. C'est le jour du tout premier essai d'une bombe nucléaire, le fameux test Trinity. L'ambiance est électrique, personne ne sait vraiment à quoi s'attendre, mais quelques scientifiques, eux, ont déjà une petite idée. Ce témoignage du major général Farrell donne des frissons. On sent bien le choc, la stupeur devant cette puissance jamais vue, cette lumière presque divine. Ce jour-là, c'est clair, on est entré dans l'ère nucléaire, mais ce que personne ne savait, c'est que la bombe cachait un tout autre secret. Au milieu de toute cette incertitude, il y a un homme, le physicien de génie Enrico Fermi, qui a un pressentiment. Il est persuadé que l'explosion ne va pas seulement créer un souffle et des radiations. Non, il s'attend à autre chose, à des perturbations électromagnétiques. Et par précaution, il fait blinder une partie de son matériel d'enregistrement. Et il a eu le nez creux. Malgré la protection, certains de ses appareils ont été instantanément grillés, comme frappés par la foudre. C'est à ce moment précis, dans le désert américain, qu'on observe pour la toute première fois l'impulsion électromagnétique. Un simple effet secondaire à l'époque, qui allait très vite devenir une arme stratégique de premier plan. Allez, on fait un bond en avant dans le temps. Nous voilà en 1962. La guerre froide est à son paroxysme et la course aux armements s'est déplacée dans l'espace. Les États-Unis s'apprêtent à réaliser un essai nucléaire d'un genre totalement inédit, très, très haut au-dessus de l'atmosphère. En moins de 20 ans, on est passé d'une observation presque anecdotique à une recherche militaire intensive. Et cet essai de 1962, baptisé Starfish Prime, ça va être le point d'orgue, le moment qui va révéler au monde entier la puissance effrayante de ce phénomène. Alors, accrochez-vous. D'abord, la puissance de l'engin, 1,4 mégatonnes. Pour vous donner une idée, c'est environ 100 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima, une énergie colossale. Ensuite, l'altitude de l'explosion, 400 km au-dessus du Pacifique. On n'est plus dans l'atmosphère là, on est aux portées de l'espace. Le but était de voir les effets d'une explosion dans le vide. Mais le plus dingue, c'est la portée. Les conséquences ne se sont pas arrêtées au point zéro. Non, des effets très bizarres ont été constatés jusqu'à Hawaï, à près de 1500 km de là. Essayez d'imaginer la scène à Hawaï. En pleine nuit, d'un seul coup, 300 lampadaires s'éteignent. Des alarmes antivol se mettent à sonner partout, sans raison. Les communications téléphoniques sont coupées net. L'IEM, généré à des milliers de kilomètres, venait de frapper une infrastructure civile, prouvant son incroyable portée. Et le bilan ne s'arrête pas là. Il y a aussi eu un impact majeur dans l'espace. Faut se souvenir qu'en 1962, on en est au tout début de l'ère spatiale. Eh bien, cette seule explosion a mis hors service un tiers de tous les satellites en orbite à ce moment-là. Un tiers. Le message était clair, avec une IEM, on pouvait rendre son ennemi aveugle et sourd. Inutile de dire que les résultats de Starfish Prime ont provoqué une véritable onde de choc dans les états-majors du monde entier. On ne parlait plus d'un effet secondaire curieux, mais bien d'une menace capable de redéfinir la guerre moderne. Les calculs qui ont suivi étaient tout simplement terrifiants. Une seule bombe, bien placée à la bonne altitude, pouvait générer une IEM assez puissante pour paralyser les réseaux électriques de presque tout un continent. Plus de lumière, plus de communication, plus de transport. Un retour à l'âge de pierre technologique en une fraction de seconde. Mais la vraie menace, la menace existentielle, c'était que cette arme sapait le fondement même de la paix pendant la guerre froide, la dissuasion nucléaire. L'idée qu'une première frappe IEM pouvait neutraliser les silos de missiles et les centres de commandement, eh bien ça voulait dire empêcher toute riposte. L'équilibre de la terreur risquait de s'effondrer.
Face à ce danger, les deux superpuissances ont réagi avec une rapidité assez surprenante. Dès l'année suivante, en 1963, ils signent un traité qui interdit les essais nucléaires dans l'atmosphère et dans l'espace. En gros, ils venaient de comprendre qu'ils avaient ouvert une boîte de Pandore bien trop dangereuse et ils ont vite tenté de la refermer. D'accord. Mais alors, comment ça marche ce truc? Comment une explosion à des centaines de kilomètres d'altitude peut-elle griller un lampadaire sur Terre? Eh bien, la physique derrière ce phénomène est à la fois complexe et, en fait, plutôt élégante. Pour commencer, une définition simple. Une IEM, c'est une vague d'énergie, un peu comme une onde radio, mais incroyablement brève et d'une puissance phénoménale. C'est un flash d'énergie si violent qu'il induit des surtensions mortelles dans tout ce qui est conducteur, comme les câbles ou les circuits électroniques. Alors, comment on la fabrique? Ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, l'explosion nucléaire libère une quantité folle de rayons gamma. Ces rayons foncent vers la Terre et en chemin, ils percutent les molécules de la haute atmosphère, ce qui arrache des électrons. On a donc un nuage d'électrons qui file à toute allure. Ensuite, ces électrons se font piéger par le champ magnétique de notre planète qui les force à tourner en spirale. Et c'est ce balai de milliards d'électrons qui tourbillonnent tous en même temps qui génère une onde radio gigantesque, l'IEM. Pour bien comprendre la différence, la comparaison est simple. Une onde radio normale est de faible puissance et continue, elle est faite pour transporter de l'information. Une IM, c'est tout l'inverse, une puissance brute et immense, concentrée en un instant, conçue non pas pour communiquer, mais pour surcharger et détruire. C'est un peu la différence entre une conversation et un cri surpuissant, capable de briser du verre. En 1963, le monde a donc retenu son souffle et mis un terme aux essais nucléaires qui pouvaient générer ces IM géantes. La menace semblait écartée. Sauf que, voilà, une connaissance, une fois qu'elle est acquise, ne peut pas être oubliée. Ce qui nous laisse avec une question assez troublante pour notre époque, est-ce que le traité a vraiment mis fin à l'arme ou a-t-il simplement rendu son développement plus silencieux ?